Coucou mon pompon, 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 pompon. Bon, si jamais tu étais un peu non-œil aujourd'hui et donc passé à côté du titre de cet épisode, ou que le nom de Quint, comme ça, hors contexte, ne te dit plus rien, je suis sûre que tu as reconnu, sans doute inspiré par ma voix d'ange d'une justesse cristalline, je suis sûre donc que tu as reconnu l'un des leitmotivs les plus célèbres de l'histoire du cinéma, celui des Dents de la Mer. Jaws en VO, titre d'ailleurs bien plus efficace à mon avis, c'est 4 lettres, sans article devant et le terme mâchoire tout seul comme ça, c'est un peu glaçant d'office, un modèle de concision. Et le contraire de cette intro peu cher. Et pas faux Cathy, la concision ça n'est pas mon fort. C'est pour ça que je l'admire d'ailleurs chez Spielberg qui s'embarrasse rarement de superflu. E.T., AI, Duel, Jaws. Bon, puis après, il y a Indiana Jones et les Royaumes du crâne de cristal, mais celui-là, on a dit qu'on n'en parlait plus. Or donc, me voilà partie pour te parler de ce film mythique sorti en 1975 et qui a provoqué un véritable raz-de-marée. Lol, un raz-de-marée, c'est excellent ça. Au point que, en tant que végane, c'est chaud patate de ne pas penser aux répercussions que ça a eu sur les vrais requins qui n'avaient rien demandé. D'ailleurs, c'est un peu rassurant que le film soit bien suranné en termes d'effets spéciaux, parce qu'à aucun moment, quand tu vois le requin, quand tu le vois pas, c'est autre chose, mais je vais y revenir. À aucun moment, donc, tu n'oublies que c'est du carton-pâte. Ça rend le tout très matable, sans gros chagrin. Même le chien du début, on nous évite de le voir se faire croquer les patounes. En dehors de la mort bien graphique de Quint, l'ensemble paraît aujourd'hui bien pudique pour un film classé dans horreur. Il y a autre chose qui m'a à plusieurs reprises sorti du film quand je l'ai revu, c'est la musique. Calme-toi mon pompon, je te parle pas du leitmotiv du requin évoqué dès l'entrée dans ce podcast, bien sûr que non, ça c'est du génie. Mais pour le reste, c'est toujours un peu trop enlevé et joyeux. Très John Williams quoi. Sauf que là, on ne regarde pas une aventure cartoonesque au second degré, ni une ode à la pureté de l'enfance. On regarde un bazar qui est censé nous filer les miquettes. C'est un défaut qu'on trouve beaucoup jusqu'au début des années 70, je trouve. Si tu regardes les classiques américains des années 50-60, tu verras que la musique est toujours un peu trop forte, trop présente, et de manière très peu organique. C'est un peu de la musique de théâtre à l'ancienne. Bref, Spielberg peut pas avoir bon goût et innover dans tous les domaines. Il a une photographie impeccable, mais scolaire. Les lignes de tiers et les flous d'arrière-plan sont des modèles de composition classique et il n'est pas très moderne en choix de musique extra-diégétique. Bon, c'est pas bien grave. Ça a vieilli, oui, forcément, mais je vais t'en parler, ça reste quand même un bijou d'inventivité et le canon en termes de shark movie. Puisque oui, désormais, le film de requin, c'est un genre à part entière, c'est fou, non ? J'aurais pu choisir ce film pour te parler d'exercices qui jouent sur la respiration et impliquent de se boucher le nez, de pousser l'air dans les trompes d'Eustache, comme on peut le faire après avoir plongé en profondeur sous l'eau. Ça aurait été tout indiqué, mais non. J'ai eu envie de te présenter une relaxation dynamique qu'on appelle le karaté. Ah oui, non mais rien à voir, dit comme ça, j'avoue. Et puis j'aurais quand même pu illustrer ça avec Karate Kid, genre, un autre film culte. Oui, c'est vrai. Mais quand même, moi, quand je pense aux Dents de la Mer, je pense à 3 obsessions qui se mêlent. 3 hommes qui sont happés par un même objectif. 3 personnages qui mettent tout en œuvre pour exploser le monstre, la terreur brute qui est devenue leur unique but. Comme je te l'ai déjà expliqué dans ce podcast, un bon méchant, ça réussit ses entrées. Il faut un minimum de grandiose pour impressionner le public, au sens étymologique, créer une impression, imprimer quelque chose, en l'occurrence les chocottes. Dans Jaws, le bad guy,
Bad Shark plutôt du coup, nous en fait plusieurs des entrées, et en gradation s'il vous plaît. Entrée, plat, dessert en somme. Allez, vanne pourrie, c'est la vie. Comme le machin suscite d'abord l'incompréhension, puis l'incrédulité et qu'il ne peut pas déambuler au milieu de ses victimes si celles-ci ne viennent pas à lui, Spielberg construit ses apparitions comme des expositions de plus en plus précises du personnage, révélant de plus en plus non seulement sa taille et sa puissance, mais aussi une forme d'intelligence primale qui lui permet d'éclater tous les pièges qui lui sont tendus. Et cela, cette introduction en pointillé, ce n'est possible que parce que le requin n'est pas un bon méchant. Il fait partie du club très sélect des excellents méchants. Je t'en ai déjà parlé aussi, à mes yeux, il n'y a rien de plus angoissant que ce qui n'est pas montré. Il y a des antagonistes iconiques dont on prend le soin de tisser la légende avant de dévoiler l'image, qu'on fait exister dans le récit de celles et ceux qui le ou la craignent. On peut penser à Voldemort, bien sûr, dont le nom même est voilé d'interdit, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ou encore Shere Khan, dont on nous annonce le retour sans jamais le voir avant le dernier tiers du film. C'est brillant. Vivre la peur des autres et laisser son cerveau combler le vide avec le pire pour soi, avec des représentations très personnelles finalement, ça te tisse un lien de terreur très intime avec le vilain. Or, le requin, vu qu'il est sous l'eau déjà et que typiquement nous autres créatures terrestres, on ne va pas déceler sa présence à moins qu'il laisse traîner son aileron à la surface, il est parfait pour ça. Invisible, d'office. Une île n'est une île que si tu la regardes depuis la mer, comme disait Brody, et ça illustre très bien le propos. Lui, par sa phobie aquatique, il passe la moitié du film entravé dans sa lutte contre le monstre, condamné, impuissant, à attendre le drame depuis la plage. Et nous, on attend avec lui, en tension. Et alors, après, on peut dire que Spielberg nous gâte et a su exploiter le manque de budget et de capacité technique de l'époque avec brio. La contrainte, il n'y a pas mieux des fois pour provoquer des idées lumineuses. Deux débilos tentent d'appâter l'animal depuis un ponton. Sharky croque le crochet, no problemo pour lui, il entraîne avec lui le ponton. Il s'éloigne. Un des deux Gugus est tombé à l'eau et doucement, on voit le ponton se retourner. C'est du génie. On ne voit rien, mais on sait exactement où se trouve la menace. Ce sera le même procédé pour la cultissime chasse finale où Quint harponne la bête avec plusieurs crochets munis de cordes reliées à des barils en plastique remplis d'air. Il flotte donc en surface. Le monstre est toujours invisible, mais sa présence et ses mouvements sont limpides. Et enfin, évidemment, on figure la bête grâce à la musique, ce fameux leitmotiv qui intervient en fil rouge et annonce au public la présence du requin en adoptant parfois son regard à lui, une sorte de shark gaze en somme. La victime est filmée, pas le vilain. Voilà un choix qui intensifie aussi l'impression que le requin n'est mu que par l'objectif de tuer de l'humain, de manière presque mécanique, sans autre motif, à la manière du camion sans chauffeur de duel. Rien ne le fait dévier de son but meurtrier. D'ailleurs, il ne lâche pas le bateau, alors que son instinct de survie devrait lui dicter de fuir. En même temps, il l'aurait peut-être fait si Quint avait eu un plus gros bateau, comme Brody ne cesse de le suggérer depuis qu'il a vu l'ennemi. Ça aussi, tiens, c'est un plan mythique. C'est la seule fois que le chef de police lâche les os des yeux. Et à la seconde où il se retourne pour parler à Quint, alors même que son bras plein de viande en appât est tendu au ras des flots, pour la première fois, la tête entière du monstre fait surface, énorme. Elle mange tout l'arrière-plan de ses dents gigantesques et rouge sang. Le requin a, certes, un objectif vers lequel tend tout son corps, toutes ses ressources, mais il devient lui aussi la cible ultime. Il n'est pas un monstre effrayant, il incarne la peur, celle qui cristallise toutes les autres, toutes les phobies,
toutes les hantises du passé. Dès lors, les 3 personnages n'ont plus d'autre choix que de le faire littéralement exploser s'ils veulent se libérer de cette emprise et pouvoir enfin avancer. Alors en vrai, si, il y avait un autre choix. Hooper le dit. Il existe 2 solutions pour se débarrasser d'un grand blanc mangeur d'hommes. Soit on le tue, vu qu'on a mis de l'obsession phobique dans l'affaire, c'est ça qui va se passer. Soit on l'affame et du coup, il se barre ailleurs. C'est bien ça. C'est pas compliqué en plus. Il suffit de plus foutre un orteil dans l'eau pendant une semaine. Allez, mettons 15 jours. Et hop, finito pipo. La vie reprend son cours et personne n'a risqué la sienne. Ah bah oui, mais autant pour les 3 gars qui vont faire équipe, autre chose se joue dans leur choix, je vais y revenir, autant de toute façon fermer les plages pour le maire de la ville, il n'en était pas question. On a une vraie critique de la société capitaliste en arrière-plan de ce film. Non seulement le sacrifice de quelques vies, à commencer par celle de toute une famille contrainte par monsieur le maire de montrer l'exemple en allant faire trempette, c'est une scène de pression hiérarchique horrible. Donc, sacrifions sur l'autel de la moula. Tant que la saison touristique bat son plein, c'est la seule valeur qui semble prévaloir. Des bornes de jeux vidéo sur le thème des requins ont même été installées au bord du sable. Si ça, c'est pas du cynisme, je bouffe ma super combi. L'alliance entre les 3 protagonistes n'est d'ailleurs pas exempte de cette peinture sociale plutôt critique. Chacun incarne une classe différente. Hooper, le jeune océanographe, a le privilège d'avoir fait des études poussées déjà et on découvre qu'il a payé lui-même tous ses équipements car il est issu d'une famille pétée de thunes. À l'opposé, Quint est un ancien marine, vieux loup de mer, qui vit dans une bicoque dégueulasse et remplie de carcasses qu'il fait bouillir. Comme de juste, il est alcoolo 2000 et bien entendu bourru. L'un incarne la connaissance par la science, l'autre la connaissance par l'expérience. En réalité, ils sont assez similaires, je vais y revenir. Au milieu se trouve Brody, le chef de police, middle class donc, mais pas non plus gars de la campagne. Il vient de New York et a bien du mal à se faire à la vie en cambrousse. C'est d'ailleurs l'acceptation de sa nouvelle vie que va lui apporter le fait de surmonter sa phobie de l'eau. C'est vraiment une métaphore de la prise en main de son destin et d'acceptation de ses choix de vie. C'est le seul, d'ailleurs, qui a une femme et des enfants. C'est sûrement ce qui le rend plus mesuré et concentré sur la volonté de protéger. Sur la plage, toute son attention est tendue vers l'eau. Son regard passe au-dessus des épaules de tous ceux qui viennent le déranger dans sa mission de vigilance. Jusqu'au plan de zoom rapide, ultra moderne, je trouve, sur son visage alors que le problème survient dans l'eau. C'est son attention qui est mise en scène plus que le danger. Ce qui compte, c'est sa tension vers l'objectif, pas l'objectif. Brody ne fait pas le malin. On devine un traumatisme qu'on ne nous racontera jamais, des cicatrices qu'il ne montrera pas lors de la scène de comparaison de blessures de guerre des 2 autres compères. Brody ne nie pas sa phobie, il a peur, il le dit. C'est justement cette acceptation de ses ressentis qui lui permettent d'aborder cette traque au requin avec bon sens. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ben oui, c'est la logique même. Alors que les 2 autres zozos sont surexcités par la découverte de la taille démentielle du requin. C'est un 6 pieds, non 7 pieds 5. Ils sont fascinés, de façon assez morbide en réalité. Hooper a décidé de consacrer sa vie à l'étude des requins après avoir échappé de peu à l'attaque de l'un d'eux enfant. Même si son statut de savant confère à sa quête un costume plus civilisé, au sens de convention sociale artificiellement placée comme moralement supérieure à d'autres, entends-moi bien, il se voue corps et âme à une véritable traque, exactement comme Quint. Son histoire à lui s'inscrit dans la grande histoire. Il faisait partie de l'équipage de l'USS Indianapolis, chargé de livrer des composants essentiels aux 2 bombes atomiques qui détruiront Hiroshima et Nagasaki, déjà bien glauque.
Torpillage du vaisseau, les rescapés doivent attendre les secours dans l'eau glacée, secours qui ne se presseront pas pour venir, nous dit Quint, puisque le secret de la mission valait plus que leur vie. Tu saisis l'écho avec le maire, la plage et les joies du capitalisme. Et surtout, les pauvres naufragés servent de meilleurs goûters aux requins, de plus en plus nombreux, attirés par le sang des premières victimes. T'imagines l'horreur. Jusque-là, c'est une histoire vraie. Ah bah, ça calme. Si je termine par Quint, ce n'est pas pour rien. Contrairement à Brody, dont l'objectif est très sain et qui avance vers la guérison de sa phobie, Quint a depuis longtemps perdu le cap. Lol, c'est le comble pour un marin. Son obsession pour tuer un max de requins n'est pas uniquement une histoire de vengeance pour ses compagnons. Comme beaucoup de rescapés, il semble souffrir du syndrome du survivant. Il ne comprend pas pourquoi lui a mérité, entre guillemets, de vivre. Ce qu'il cherche, ce n'est pas à tuer des requins. Ce qu'il traque, c'est sa propre mort. Pas pour la vaincre, mais pour qu'elle l'engloutisse, comme elle aurait dû le faire des années auparavant. Il cherche à achever un destin suspendu. C'est très Moby Dick. Et la scène où il rejoint la gueule du monstre en glissant sur le pont l'illustre très bien. Pourquoi aurait-il pris un plus gros bateau ? Quint, comme le capitaine Ahab du roman de Melville, c'est un personnage qui attend l'apocalypse. Ils s'agitent, ont l'air actifs, mais sont en réalité résignés, hypnotisés par le symbole de mort qu'ils ont choisi. Hooper et son obsession juvénile pourraient bien suivre le même chemin, aveugle et guidé par le sang, exactement comme le requin. Seul Brody se démarque. Il ne se confond pas avec sa peur. Il la prend pour cible et garde la vie pour unique objectif. Baby shark, bah, ça va mon pompon ? T'as décidé de pourrir la journée de tout le monde en leur mettant ça dans la tête ? Bon, enchaînons, même si maintenant, dans ma tête, ça continue à se dérouler et ça ne s'arrêtera que quand Grandma Shark sera arrivé. Bref, aujourd'hui, comme je te l'ai indiqué en introduction, je voulais te parler d'un exercice de relaxation dynamique qu'on appelle le karaté. C'est un exercice du premier degré. Si tu suis régulièrement ce podcast, tu sais que le premier degré consiste à écouter ses ressentis au moment présent. C'est donc un exercice qui est extrêmement abordable, même on va dire en dehors du cadre d'un protocole. Je fais néanmoins le disclaimer habituel. Les exercices que je te propose en animation ne sont absolument pas faits sur mesure, pas adaptés ni à un objectif qui te serait propre, ni à tes ressources personnelles, ni même à l'âge que tu as, puisqu'on adapte aussi notre vocabulaire en fonction de la personne qu'on a en face de soi et de ce qui va être le plus parlant pour elle ou lui. Donc, évidemment, moi je vais faire l'animation de l'exercice d'une manière extrêmement neutre, basique, etc., etc. Néanmoins, c'est un exercice qui peut tout à fait être pratiqué là si tu en as envie et dont, on va dire, l'objectif premier est de prendre conscience de sa concentration. Et cette concentration, on va aller l'utiliser souvent dans les protocoles qu'on construit avec deux gros pôles, si on peut dire. Comme l'idée, je t'explique un petit peu les mouvements qu'on va faire. C'est pour ça que ça s'appelle le karaté, même si moi, personnellement, j'utilise toujours l'image du tir à l'arc ou du tir à l'arbalète. En fait, l'idée, ça va être de tendre les deux bras devant soi. Pour une fois, on a les yeux ouverts, ce qui est assez rare dans les exercices de relaxation dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment aller chercher l'impression de viser quelque chose, de viser comme une cible, justement. C'est pour ça que moi, je trouve que le tir à l'arc, c'est parlant pour cet exercice-là. Et donc les yeux ouverts, en inspirant, on va lever les deux bras devant soi, bloquer la respiration, bien fixer cette cible dont je vais te reparler dans un instant. Puis avec l'un des deux bras, on vient fermer le poing et comme tirer la corde de son arc ou de son arbalète, donc venir rapprocher le poing
de l'épaule et en soufflant très fort, on va projeter ce point vers l'avant, vers la cible qu'on a définie, afin soit de l'exploser, soit de l'atteindre. Pareil, je vais y revenir dans un instant. Le mouvement se fait 3 fois du côté droit, donc avec le bras droit. La dernière fois, ce sera à ton rythme. 3 fois du côté gauche. La dernière fois, ce sera à ton rythme. Et une dernière fois avec les 2 bras à projeter en même temps, vraiment comme si on tirait sur une des arbalètes géantes qui aurait pu servir à dégommer l'un des dragons de Daenerys, si l'image te parle. Donc pour l'objectif, je te dis à 2 pôles. Soit on va plutôt partir dans l'idée d'exploser, casser, tout ce qui peut servir à exprimer le fait de se débarrasser de quelque chose. Donc dans ces cas-là, on va plutôt viser ses doutes, ses phobies, ça peut être aussi ses addictions, pourquoi pas. Tout ce qui fait en fait qu'on est entravé dans son parcours. Alors ça peut être ce pourquoi la personne vient, si par exemple la personne vient vraiment pour une phobie des requins, mettons, on peut tout à fait imaginer la grosse tête d'un requin à la place de la cible. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus entre guillemets subtiles, qui ne sont pas l'objectif premier de la personne, mais qui sont des doutes ou des manques de confiance ou ce genre de choses qui le freinent ou la freinent un petit peu dans ce qu'elle est venue chercher et dans sa réussite entre guillemets face à son objectif. Donc il y a tout ce pôle-là. Et puis en face de ça, on a plutôt l'idée d'atteindre, de se visualiser en train d'atteindre cette fameuse cible, justement, d'atteindre son objectif. Donc ça peut être soit justement en étant concentré, mais ça peut être en stimulant la mémoire, ça peut aussi bien sûr être se voir en fait en train de réussir, par exemple quand on prépare un événement, et puis on va trouver aussi quelques petites utilisations autre, entre guillemets, il y a l'idée de sentir la confiance en soi, c'est-à-dire quand on se met en scène en situation de réussite, ça imprime dans le corps ce que ça fait quand on réussit à atteindre cette cible. Et puis ça peut aussi servir dans certains cas à aider à renforcer la coordination motrice, comme on va bouger d'une certaine manière d'un côté puis de l'autre. Ça peut être le cas aussi d'un autre exercice que je t'avais présenté avec l'épisode sur double face, évidemment, qui s'appelait les hémicorps, où on travaillait aussi un côté après l'autre. Ça pour quelqu'un qui est en rééducation, par exemple, ça peut être un très bon complément à sa rééducation pour se sentir à nouveau en pleine possession de ses moyens et de sa mobilité et de sa coordination. En dehors de ces 2 petits cas de figure-là, où il s'agit plus de vivre ou de renforcer la coordination, c'est vraiment toujours soit je viens éclater un truc dont je veux plus, soit je viens chercher à atteindre mon objectif, ce que je suis venu chercher. Ça peut être la fierté, la confiance, etc. etc. On l'utilise quasiment partout en réalité. Il y a très peu de cas où on ne va pas pouvoir utiliser le karaté. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est vraiment un exercice qu'on va retrouver aussi bien dans la première phase que dans la deuxième, et qui est très utile justement pour se sentir un petit peu en contrôle par rapport à son objectif. J'en profite du coup pour te rappeler aussi que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, que la sophrologie, c'est pas on fait des exercices au cabinet et puis hop, tout va bien. La sophrologie, c'est une boîte à outils que le ou la sophrologue va mettre à ta disposition en ajustant le choix des outils, la manière de les animer, la manière de te les présenter, les ressentis, les objectifs, les intentions qu'on va poser sur chacun de ces exercices-là, et puis aussi quel parcours, quelle marche on va faire passer au sophronisé au fur et à mesure.
Mais tout ça, ça sert à constituer une boîte à outils dans laquelle le sophronisé ou la sophronisée va être en capacité de puiser, de choisir les exercices qui lui ont parlé à tel ou tel moment, de comprendre quels exercices vont l'aider à tel ou tel moment dans son quotidien. Il y a toute une pratique d'entraînement entre les séances, d'une part pour que les choses s'impriment dans le corps, dans l'esprit, mais aussi parce que le but, c'est pas de fidéliser la clientèle. Le but, c'est de rendre la personne autonome, de lui faire récupérer le sens de ses ressentis et la prise de conscience qu'il ou elle est en capacité de gérer tout ça, d'atteindre ses objectifs, etc. Du coup, le karaté, à mes yeux, c'est vraiment l'exercice que j'ai envie, moi, très souvent d'utiliser à ces moments charnières du parcours où on a bien préparé le terrain, on a bien élagué un petit peu tout ce qui était de l'ordre des tensions, des craintes, on a installé un état beaucoup plus calme, etc., etc. Et quand on commence à venir travailler sur le fait d'enrichir un peu les motivations, de garder la personne bien décidée à atteindre ses objectifs, de commencer à travailler sur la confiance en soi, etc., je trouve que c'est le moment idéal, moi, pour l'utiliser parce qu'il apporte justement cette sensation de maîtrise et de prise en main de ce qu'on est en train de faire. Si ça correspond à une situation dans laquelle tu te trouves, si tu as envie de te sentir exploser tes doutes ou si tu es en train de préparer un examen, un entretien d'embauche, que sais-je, et que tu as envie de te sentir un petit peu en possession de tes moyens pour atteindre cet objectif-là et que tu as envie du coup de pratiquer cet exercice avec moi, je tâcherai donc d'articuler davantage pendant l'animation, ne t'inquiète pas. Eh bien, tu es le bienvenu. Comme ça n'est pas une sophronisation, mais un exercice de relaxation dynamique, tout le monde peut participer. Bien entendu, moi, comme je te le dis souvent, je vais l'animer de manière neutre et très généraliste. Donc, on va partir sur une animation, l'exercice, moi je vais dire debout, etc. Il va de soi que si tu ne peux pas te tenir debout, cet exercice peut complètement être pratiqué assis dans ton fauteuil, par exemple. Fais juste bien attention à ne pas te cogner dans les accoudoirs par exemple ou dans le dossier en rabattant ta main contre l'épaule. Essaye de bien penser à garder le coude un peu plus contre le buste, contre le corps pour pas aller te l'encastrer dans le dossier de ton fauteuil en tirant à l'arc. Vérifie bien que tu as fait le mouvement avant juste pour bien te caler sans te faire mal. De toute façon, pour qui que ce soit d'autre, vérifiez bien que vous avez la place de replier et de tendre vos bras de manière assez dynamique sans vous blesser. Une fois que le mouvement sera fait, on viendra fermer les yeux à chaque fois pour vraiment se concentrer sur les ressentis et avoir des prises de conscience. Je le précise rarement, ce qui est quand même un comble parce que j'ai travaillé 2 ans auprès d'une personne malvoyante, donc c'est vraiment en principe une situation à laquelle je pense assez naturellement. Il va de soi que si tu es malvoyant ou non-voyant, malvoyante ou non-voyante, tu fais les choses de manière symbolique. L'idée de la cible, de toute façon, même les yeux ouverts, on n'a pas de cible en face de soi. Donc n'hésite pas dans ces cas-là, ce que je peux te conseiller, je ne sais plus si je te l'ai animé cet exercice-là. Oui, je te l'ai animé avec le prince Jean. N'hésite pas avant de commencer l'exercice à placer ton pouce quelques instants entre tes 2 sourcils de manière à bien sentir ce point-là, à le rendre un petit peu sensible. Tu sais, c'est quand tu t'imprimes ce type de pression-là à ce genre d'endroit-là, quand tu retires le pouce, tu sens encore l'impression du pouce au centre. Ça peut aussi t'aider à focaliser ta concentration là-dessus, comme si justement cette cible, elle était bien au centre de tes yeux, au centre de ton esprit. Donc n'hésite pas à faire de la sorte si jamais tu ne peux pas
littéralement voir la cible, même si encore une fois, elle n'existe pas. Je crois en avoir fini avec les disclaimers. Donc si cet exercice te tente, eh bien je te propose de l'animer tout de suite avec toi. Alors si tu le peux, je te laisse te placer debout à un endroit où tu ne peux pas te blesser. Pense aussi, j'ai oublié de le dire, mais à retirer éventuellement des bracelets qui pourraient te gêner ou faire du bruit, ou une veste, pareil, qui pourrait entraver tes mouvements. Hein. Mets-toi à l'aise pour pouvoir faire ces mouvements-là sans être gêné ni déconcentré. Donc si tu le peux, je te laisse te mettre debout. Avec les pieds à peu près à la largeur des hanches, n'hésite pas à plier légèrement les genoux pour bien garder ton équilibre. Garde la colonne vertébrale bien droite. Pense surtout à baisser tes épaules. Fais bien attention d'ailleurs à garder les épaules baissées pendant que tu vas faire cet exercice. C'est pas si simple, on a tendance à les remonter un petit peu pour donner un peu de dynamisme au mouvement. Essaye d'avoir bien conscience de la place de tes épaules, ne les laisse pas remonter. Les épaules remontées, automatiquement, ça vient engendrer un réflexe de stress, de tension, jusque dans les côtes. Donc essaye de bien gérer le fait d'avoir les épaules basses, détendues, qui restent souples, qui ne se crispent pas. Donc tu peux baisser les épaules, garde le cou bien droit dans l'alignement de la colonne vertébrale, pareil pour la tête. Tu peux prendre une longue inspiration par le nez et lever les 2 bras en face de toi. Ferme le poing de la main droite, visualise ta cible. Avec la respiration bloquée, viens rapprocher doucement le poing de ton épaule. Visualise bien ton objectif et souffle fort en tendant le poing. Et en venant exploser cette cible, relâche les bras le long du corps, respire à nouveau normalement, ferme tes yeux, prends le temps d'accueillir les premiers ressentis, les sensations dans le poing droit, le bras droit, l'épaule. Et prends conscience de la précision de ton geste. Tu peux rouvrir les yeux. Une deuxième fois, toujours pour le bras droit. Inspire profondément par le nez, lève les 2 bras devant toi. Bloque ta respiration, ferme le poing droit, visualise ta cible. Respiration bloquée, tire sur la corde de l'arc jusqu'à l'épaule et souffle fort pour l'exploser en tendant le bras droit. Et relâche les 2 bras le long du corps. Respire à nouveau normalement et ferme tes yeux. Accueille tous les ressentis. L'impression dans les muscles du bras droit, dans le front, dans les yeux. Et prends conscience de ta capacité de concentration. Tu peux rouvrir les yeux, je vais te laisser faire l'enchaînement une dernière fois pour le côté droit à ton rythme à toi. Relâche les bras le long du corps, respire normalement, ferme tes yeux. Écoute toutes les sensations, tous les ressentis en toi. Et prends conscience de ta capacité à exploser tes doutes, tes craintes. Tu peux rouvrir les yeux. Tu vas pouvoir faire le même enchaînement, cette fois-ci du côté gauche. Inspire profondément par le nez en levant les 2 bras devant toi. Visualise bien ta cible en face de toi. Ferme le bras, le poing du bras gauche. Bloque ta respiration. Viens tirer sur la corde de l'arc en gardant bien ta cible en tête avec l'autre main. Et souffle fort pour venir l'exploser en tendant le poing gauche. Relâche les bras le long du corps.
Respire normalement, ferme tes yeux. Accueille les nouvelles sensations dans le côté gauche. Prends conscience de ton mouvement du côté gauche. Tu peux rouvrir les yeux. Une deuxième fois pour le côté gauche. Inspire profondément par le nez en levant les deux bras devant toi. Visualise ta cible, bloque ta respiration, ferme le poing gauche, tire sur la corde de l'arc pour la ramener jusqu'à l'épaule et souffle fort pour exploser tout ce qui est en face de toi avec le poing. Relâche les bras le long du corps, reprends ta respiration naturelle et ferme tes yeux. Concentre-toi sur toutes les sensations du côté gauche dans le bras, le poing, les côtes. Et prends conscience de la maîtrise de ton mouvement. Tu peux rouvrir les yeux et je te laisse faire une dernière fois le mouvement du côté gauche à ton rythme à toi. Relâche les bras le long du corps, respire à nouveau normalement et ferme les yeux. Écoute tous les ressentis dans le côté gauche, le front, les yeux, l'épaule, le bras. Et prends conscience de ta capacité à atteindre tes objectifs. Garde les yeux fermés. Le dernier mouvement avec les deux bras va se faire en gardant justement les yeux fermés. Fais-toi confiance. Fais confiance à tes bras pour faire le geste juste. Et visualise dans ton esprit ce que tu préfères, ce que tu veux. Soit exploser ta peur, tes doutes, tes craintes, tes entraves. Soit au contraire atteindre le succès, la réussite, ton objectif. Inspire profondément par le nez en tendant les deux bras devant toi. Bloque ta respiration, ferme les deux poings, visualise la cible de ton choix. Tire comme sur une arbalète géante les deux poings vers toi jusqu'à tes épaules. Et lance tes deux bras en avant, soufflant fort. Relâche les bras le long du corps. Respire normalement. Accueille les sensations dans tes épaules, dans les deux bras, dans les deux poings. Et prends conscience de ta capacité à te concentrer sur ce que tu souhaites obtenir. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.